2 chercheurs de la Fondation SCP ouvrent la porte d'une cellule de confinement et se retrouvent face à quelque chose qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Assis au milieu de la pièce, un énorme amas qui semble être fait de ce qu'on ne peut décrire que comme de la chair. Les deux se regardent, incrédules. Mais qu'est-ce que cette chose ? Ils tournent autour de la masse, l'examinent et se demandent ce que c'est. Un chercheur ose enfin le toucher. Il découvre que c'est chaud au toucher. Détecte-t-il un léger mouvement ? Il s'approche lentement pour coller son oreille contre elle afin d'écouter, mais un frisson soudain du mât le fait sursauter de peur. À ce moment, l'autre chercheur l'appelle de l'autre côté de la sphère. On dirait qu'il a trouvé quelque chose. En s'approchant, il comprend pourquoi son collègue l'a appelé. Au centre de cette masse tuméfiée se trouve une porte. C'est une trappe circulaire en fer du genre scellée par une valve. Et elle est ouverte. Les chercheurs sont désormais très confus. Une énorme masse de chair vivante est déjà assez étrange, mais pourquoi a-t-elle une porte ? Un chercheur regarde à l'intérieur. Voit-il un canapé et une table ? Est-ce que quelqu'un vit dans ce truc ? Les choses deviennent vraiment étranges. Les 2 chercheurs regardent de la fenêtre où leur superviseur les observe. Le superviseur n'hésite pas. Il leur fait un signe de tête et les chercheurs savent c'est quoi faire. Pierre, feuille, ciseaux, lancez. Le chercheur a perdu grimace. Il savait qu'à la Fondation SCP, il affronterait des anomalies étranges, dangereuses et répugnantes, mais il n'aurait jamais pensé devoir escalader une énorme sphère de viande. Son partenaire ouvre complètement la trappe et lui tend la main pour l'aider. Sachant qu'il n'a pas d'autres options, le chercheur entre à l'intérieur. À l'intérieur, l'air est chaud, épais et humide, comme dans une salle de sport exiguë où trop de corps se sont dépensés par une journée chaude et humide. Il traverse le vestibule et ses yeux, s'habituant à la pénombre, découvrent qu'il est au centre d'une pièce chaleureuse. Une seule petite lampe posée sur une table diffuse juste assez de lumière pour qu'il voit que la pièce est peu meublée, avec quelques éléments, dont un petit canapé et un lit, une place. Dehors, son partenaire l'appelle, lui demandant ce qu'il voit. Le chercheur se retourne pour répondre, mais la porte claque. La vanne se verrouille seule. Il a beau essayer, le chercheur n'arrive pas à la faire bouger. Il frappe à la porte et crie « Est-ce qu'il va bien là-dedans ? Est-ce que tout va bien ?» Il ne répond qu'avec un cri étouffé venant de la boule de chair. Il tire encore sur la porte, force la valve, mais elle reste immobile. Des gargouillements et des éclaboussures humides émanent de la masse de chair. Une alarme commence à retentir alors qu'il force contre la porte, s'efforçant tellement qu'il a l'impression qu'une veine dans sa tête pourrait éclater. Soudain, la valve se desserre, il tombe, surpris par l'absence de résistance. La valve tourne seule et la porte se rouvre. La boule de chair reste silencieuse. Le chercheur se relève du sol et, lentement, prudemment, jette un coup d'œil à l'intérieur. « Allô ? Ça va ? Il y a quelqu'un là-dedans ? » Il n'y a pas de réponse, enfin, jusqu'à ce qu'un souffle d'air chaud sorte brusquement de la trappe, repoussant les cheveux du chercheur en arrière. Quand c'est fini, il jette un nouveau coup d'œil à l'intérieur. Son collègue chercheur est introuvable. À l'intérieur, le canapé, le lit et la table avec lampe sont identiques. Mais il y a aussi du nouveau. En face du canapé, là où il n'y avait rien, il y a désormais une petite télévision. Bien que cela paraisse étrange, ce n'est qu'une journée ordinaire à la Fondation SCP où l'on étudie et confine des objets et créatures anormaux, dont SCP-002, aussi appelé le Salon Vivant. SCP-002 désigne une grande excroissance charnue et tuméfiée. Elle est presque sphérique, avec une circonférence de plus de 15 mètres et un volume estimé à 60 mètres cubes. Sur un côté, une trappe à valve en fer, rappelant celle des vieux sous-marins, mène à l'intérieur de la sphère. Ceux qui entrent à l'intérieur sont surpris de découvrir une petite pièce qui ressemble à un studio bon marché, avec des meubles et même une petite fenêtre. Étrangement, l'extérieur de la sphère de chair n'a ni fenêtre ni ouverture, sauf la trappe en fer.
Les meubles dans la pièce ne présentent aucune propriété anormale, bien que l'examen ait révélé qu'ils semblent être fabriqués à partir d'os sculptés, de cheveux tressés et d'autres substances biologiques, toutes provenant de corps humains. L'analyse des échantillons des meubles révèle des séquences d'acides désoxyribonucléiques indépendantes et fragmentées, dont plusieurs correspondent à celles du SCP. Le personnel de recherche qui a été perdu à l'intérieur du SCP-002 à ce jour. Le salon est responsable de la disparition de 7 membres du personnel. Au même moment, pendant sa période de confinement à la Fondation SCP, la pièce semble avoir ajouté plusieurs meubles supplémentaires, dont 2 lampes, un tapis, une télévision, une radio, un pouf, 3 livres dans une langue inconnue, 4 jouets et une petite plante en pot. Des tests ont été menés avec différentes entités non humaines pour vérifier si SCP-002 réagissait comme avec les humains. Plusieurs animaux de laboratoire, dont des chimpanzés au génome proche de l'humain, ont été placés dans la pièce, mais aucun n'a encore suscité de réaction du salon. Des cadavres humains ont aussi été testés, sans résultat. On ignore ce qui pousse SCP-002 à adopter ce comportement, mais quel que soit le procédé qu'il utilise pour transformer la matière organique en mobilier, il ne semble être déclenché que par la présence d'êtres humains vivants. SCP-002 a été trouvé dans le nord du Portugal après des signalements de chute d'un objet depuis l'orbite terrestre. Là, au fond d'un petit cratère, se trouvait SCP-002. Enfermé dans une coquille de roche, on voyait l'extérieur charnu de l'anomalie à travers des fissures dues à l'impact. Un agriculteur local vit l'objet tomber sur terre et en informa son village. Au même moment, un agent de niveau 4 de la Fondation SCP, présent dans la région, a détecté une forte radioactivité et a localisé la source au cratère. Une équipe de récupération de la SCP dirigée par le général Mühlhausen a été envoyée sur le site de l'impact et a rapidement sécurisé la zone. Des sujets du village voisin ont été recrutés pour l'analyse initiale de l'objet. 3 hommes y sont entrés séparément dans le SCP-002 et ont tous disparu. Après confirmation de la dangerosité de l'anomalie, le général Mühlhausen a ordonné une terminaison de niveau 4A pour tous les témoins locaux afin d'empêcher toute fuite d'informations sur l'objet. Il a supervisé son transfert vers une installation de confinement du SCP. Lors du transfert du SCP-002, 4 agents de sécurité hypnotisés ont été attirés à l'intérieur de l'objet et y ont disparu. C'était le premier indice que le SCP-002 possède une forme subtile de contrôle mental, capable d'influencer les humains à entrer à l'intérieur. C'est après ces pertes qu'on a d'abord remarqué que l'objet obtenait de nouveaux meubles après la disparition de quelqu'un à l'intérieur. Après ces incidents, le général Mühlhausen a ordonné à tout le personnel de porter des combinaisons hazmat lors de l'intervention avec le SCP-002 et après la propre élimination du général, le SCP-002 a été placé en confinement dans l'installation sécurisée où il se trouve actuellement. En raison du danger constant que représente le SCP-002, du risque qu'il présente pour toute personne entrant à l'intérieur et de ses capacités de contrôle mental, il a été classé Euclide. Il doit rester branché en continu à une alimentation adaptée pour rester en charge, ce qui le rend plus docile. En cas de panne de courant, le personnel présent dans la zone immédiate doit être évacué et la barrière d'urgence de la cellule de confinement de l'objet doit être fermée, l'isolant ainsi du reste du site. Une fois l'alimentation rétablie, des lumières stroboscopiques à rayons X et ultraviolets doivent être activées dans la cellule de confinement jusqu'à ce que SCP-002 soit remis en mode de recharge. Les équipes de recherche enquêtant sur SCP-002 et qui s'approcheront à moins de 20 mètres de l'objet doivent être composées d'au moins 2 membres. Le personnel doit également maintenir un contact physique entre eux à tout moment afin de confirmer la présence de l'autre et de s'assurer qu'aucun ne ressent de confusion, de perception altérée ou d'autres formes de désorientation pouvant les amener à entrer dans le salon. Seul le personnel avec une autorisation de niveau 3 ou plus peut accéder à SCP-002. Tout contact nécessite une escorte à 5 km, une quarantaine de 72 heures et une évaluation psychologique. SCP-002 est l'une des plus anciennes anomalies de la Fondation SCP, mais reste parmi les moins comprises. Peut-être comprendrons-nous un jour ce que c'était et pourquoi il était en orbite autour de la Terre. Quelqu'un l'a-t-il envoyé ici pour qu'on le découvre un jour? Est-il venu ici de lui-même ou l'avons-nous placé là pour l'éloigner
Une vieille femme à l'air bienveillant porte des courses dans sa maison. Lorsqu'elle ferme la porte, une fissure se forme dans le mur et une tuile glisse de son toit, s'écrase au sol et se brise. Le lendemain, le constructeur local semble perplexe. Il venait tout juste de réparer un problème similaire il y a une semaine dans une autre maison et encore un autre la semaine précédente. Il va reboucher cette fissure comme il l'a déjà fait auparavant et réparer le toit, mais en le faisant, il ne peut s'empêcher de penser qu'il sera bientôt dans une autre maison avec le même problème. Les personnes âgées cassent parfois des objets exprès pour attirer des visites. Tant que l'argent est correct, il poursuivra les réparations. Ce soir-là, la vieille femme est au lit quand elle est réveillée par quelque chose qui lui tombe sur le visage. Une fissure s'est formée au plafond au-dessus de son lit, du plâtre tombe sur elle. Que se passe-t-il avec cette maison? Elle devrait rappeler le constructeur le matin et lui faire savoir que ça empirait. Elle se lève pour enlever la poussière de plâtre de son visage, mais s'arrête à mi-chemin de la porte. Est-ce qu'elle a entendu un bruit? Ça semblait venir d'en bas. Un autre bruit. Elle a entendu un bruit. Quelqu'un est-il chez elle? Allô? Crie-t-elle. Partez vite, mon mari va bientôt rentrer et il sera furieux. Les bruits semblent s'être arrêtés. Peut-être qu'elle s'imaginait des choses. Qui volerait une pauvre vieille femme, après tout? Elle n'avait rien qui vaille la peine d'être pris. Elle doit encore se laver le plâtre du visage. Elle écoute un instant et quand elle n'entend plus rien, elle ouvre la porte de la chambre et pousse un cri. Le lendemain, un enfant choqué se tient devant la maison. Y a-t-il eu un tremblement de terre? Comment une maison a-t-elle pu finir comme ça? Ils sonnent à la porte, mais il n'y a pas de réponse. Ils frappent à la porte et sont surpris de constater qu'elle est ouverte. « Mamie ?» L'enfant crie dans la maison silencieuse. Aucune réponse. L'enfant entre et observe. La maison est en désordre. Des morceaux de plâtre sont tombés des murs et du plafond et des étagères renversées ont répandu leur contenu. Et il y a du verre brisé provenant d'ampoules éclatées partout. Le garçon voit, en haut des escaliers, la porte de la chambre de sa grand-mère ouverte et la lumière allumée. « Grand-mère, tu es là-haut ?» Toujours pas de réponse. L'enfant monte les escaliers nerveusement, serrant fort la rampe. Ils avancent discrètement vers la chambre et entrent dans le faible rayon de lumière de la porte entr'ouverte. L'enfant pousse la porte et découvre sa grand-mère allongée par terre, mais ce n'est pas sa grand-mère. Cela ressemble à leur grand-mère, mais étirée, tordue, son corps plié à des angles sans articulation. L'enfant, paralysé par la peur, ne fait que fixer la scène. Mais le cauchemar n'est pas encore terminé, car leur grand-mère est toujours en vie. Hélas, de tels rapports sont fréquents dans cette petite ville, en proie aux attaques du SCP-7-183, aussi appelé l'homme tordu. SCP-7-183 est une créature anormale très dangereuse qui sévit actuellement à Tenby, un village rural de l'Oxfordshire, en Angleterre. Tous les 12 ans, durant l'automne et l'hiver, le 7-183 devient hostile pendant environ 70 jours et attaque les personnes seules à l'intérieur après le coucher du soleil. Les personnes visées par le SCP-7-183 remarqueront une dégradation rapide du bâtiment, causant des dommages et des problèmes structurels. Cela se manifeste souvent par des fissures extérieures et une apparence penchée du bâtiment. Malheureusement, bien que la Fondation SCP connaisse à la fois l'emplacement et les périodes pendant lesquelles le SCP-7-183 opère, elle n'a jusqu'à présent pas réussi à empêcher aucune attaque. La Fondation n'a toujours pas obtenu d'image ou de description physique du SCP-7-183 à cause de son effet sur les équipements d'enregistrement. Les caméras installées pour capturer l'anomalie ne produisent que des images déformées ou corrompues, laissant ainsi son apparence mystérieuse. Les victimes du SCP-7-183 subissent un sort souvent pire que la mort. Leurs corps subissent des déformations extrêmes, leurs os étant fracturés à de nombreuses reprises, étirés et tordus dans diverses directions non naturelles. Ils sont guéris par une croissance rapide de cartilage et de peau, recouvrant les nouveaux membres allongés et laissant les victimes en nœuds difformes d'extrémités tordues. Certains cas sont très graves. Une victime a eu l'avant-bras allongé à plus de 2,4 mètres, une autre a été étirée jusqu'à 12,5 mètres de haut. Malgré les blessures horribles subies,
La majorité des victimes sont encore en vie après les attaques, bien qu'elles restent le plus souvent complètement paralysées, dans un état végétatif persistant ou les deux. 27 victimes de SCP-783 sont actuellement prises en charge dans un établissement de soins de longue durée situé dans une aile d'un hôpital local réquisitionné par la Fondation spécifiquement pour le soin et le traitement des victimes de 783. Comme beaucoup d'anomalies étudiées par la Fondation SCP, de nombreux habitants de Tambi semblent conscients de l'homme tordu, devenu un croque-mitaine local. Des chercheurs ont documenté des écoliers chantant une comptine liée, qui pourrait expliquer l'origine de la créature. Elle dit « Il y avait un homme tordu qui fit un marché tordu, il gardait une canne tordue et sa prise dans une nasse tordue, il vola un enfant tordu qui poussa un cri tordu et ce petit homme tordu fut brisé sur la roue. » Un mois avant une récente activité de SCP-783, le personnel D209 a été placé dans une maison de la Fondation au village. Des équipements audio et vidéo ont été installés pour enregistrer tout incident visant le classe D et recueillir d'éventuelles informations. 43 jours après son arrivée dans la maison, un événement s'est enfin produit. Un soir, au lit en lisant, D209 a entendu des bruits au rez-de-chaussée. Les caméras du premier étage ont été perturbées et n'ont affiché qu'une distorsion mouvante dans la maison. D209 a tenté de fuir la maison mais a aussitôt croisé SCP-783. Pendant une période d'environ 5 heures, ses os ont été brisés à de nombreuses reprises, puis remis en place encore et encore, laissant D209 en une masse tordue de chair et d'os. Étrangement, lorsque D209 a été attaqué, les 27 autres victimes encore en vie de SCP-783 à l'hôpital ont toutes eu de violentes crises, bien que la majorité ait été en état de mort cérébrale fonctionnelle ou totalement paralysée. Un séisme a aussi eu lieu lors de l'attaque en périphérie de la ville, et ces détails étaient à la fois éclairants et très troublants. Le personnel de la Fondation a été dépêché sur le site de l'activité sismique pour enquêter et déterminer s'il y avait un lien avec SCP-783 d'une quelconque manière. Là-bas, ils ont trouvé un petit groupe d'habitants en colère, frustrés par la suite d'événements paranormaux et l'absence de progrès pour les stopper. Après une confrontation tendue, l'agent SCP Collins a tiré en l'air et la foule s'est dispersée. Désormais libres de toute distraction, les agents pouvaient commencer leur enquête sérieusement. Ils ont vite repéré plusieurs objets émergeant du sol. Après inspection, ils ont été identifiés comme des orteils humains allongés. Une équipe de fouilles a été dépêchée sur place et, dès le lendemain, une fosse commune remplie de ce qui semblait être des victimes du SCP-783 a été découverte. Leurs corps étirés et mutés étaient bien préservés malgré un enterrement direct dans la terre, tous enterrés tête en bas, les bras profondément dans la fosse. Alors qu'un chercheur prélevait un échantillon de tissu sur un corps, le sol s'est effondré sous lui et il est tombé dans la fosse. Il a atterri sur la masse emmêlée de membres qui a bougé sous son poids et il a disparu dans la fosse en dessous d'eux. L'agent Collins a immédiatement trouvé une corde, l'a attachée à sa taille et est descendu dans la fosse en donnant pour instruction à l'équipe sur place de la remonter dès qu'elle ferait signe. L'agent Collins est descendu dans la fosse sous les corps et après plusieurs minutes, elle a été extraite, mais sans le chercheur disparu. Lors du débriefing, elle a raconté avoir trouvé un lieu anormal sous terre, sous les cadavres des victimes de 783 et, très bouleversée, elle a obtenu un congé temporaire. La Fondation devait en savoir plus et un membre du personnel de classe D a rapidement été sélectionné pour explorer l'anomalie souterraine. D2172 a été équipé d'un matériel d'enregistrement audio et vidéo, ainsi que de plusieurs instruments de mesure scientifique, ainsi qu'une arme à feu et a été descendu dans la fosse à l'aide d'une grue. Leur câble relié à la surface permettrait à la fois de transmettre les informations recueillies et de servir de ligne de vie vers la surface. Alors que D2172 descendait parmi les cadavres dans l'obscurité, il a ressenti un vertige avant de réaliser que la gravité s'était inversée à cause des effets anormaux, l'obligeant à grimper vers le haut pour descendre plus loin dans la fosse. Ils ont rapidement grimpé hors du trou entouré par les bras tendus et allongés des cadavres et ont émergé dans un monde ouvert sous un ciel couvert.
C'était exactement comme la ville de Tembi, avec les mêmes bâtiments qu'ici. Le monde semblait cependant inhabité, sans aucun signe du chercheur de la fondation SCP disparu. D217-2 a commencé à inspecter les bâtiments et les a tous trouvés vides également, bien qu'ils aient malheureusement trouvé des signes de lutte dans une maison, avec ce qui semblait être des preuves de la mort du chercheur disparu. Ils ont poursuivi l'exploration et constaté que les propriétés anormales touchaient aussi les frontières. Quand la classe D a marché vers le nord hors de la ville, après plusieurs kilomètres, elle s'est retrouvée à la lisière sud. D217-2 a reçu l'ordre de retourner au point d'entrée, mais alors qu'ils avançaient, le corps déformé d'une victime de SCP-7-E83 bloqua soudainement la route devant eux. D217-2 a dégainé et tiré avec son arme sur l'entité, mais celle-ci n'a pas réagi et ils ont été forcés de battre en retraite dans les bois avoisinants. Après quelques minutes, ils se sont arrêtés pour se reposer et ont aperçu autre chose. Au loin, la classe D a vu ce qui ressemblait à un immense bouleau blanc et il s'approchait d'eux. Lorsque l'arbre vivant s'approcha, il apparut clairement que ce n'en était pas un. Ce qui paraissait être des branches était en fait de longs doigts osseux servant à marcher. De longs doigts ramifiés émergeaient du sommet de l'arbre, visibles par D217-2 à leur origine. Ces branches étaient les doigts du chercheur disparu de la fondation SCP. D217-2 se retourna pour s'enfuir alors que l'arbre géant vivant les poursuivait jusqu'en ville, tirant avec son arme sur la créature chaque fois qu'il en avait l'occasion, mais il ne parvint pas à l'arrêter. Le flux vidéo fut vite perdu, mais l'audio diffusait toujours les cris de D2172. Mais ce n'était pas la fin de l'expédition. L'équipe sur place fut surprise de constater, après plusieurs heures, que la corde fut tirée 2 fois, le signal indiquant qu'elle devait être remontée. Une équipe médicale fut envoyée, pensant que D2172 aurait besoin de soins, et commença à remonter la corde. Après quelques minutes, ils virent le harnais censé être attaché à D2172, mais il était vide. Ils continuèrent à tirer, mais le harnais se retrouva coincé dans la masse de cadavres au fond de la fosse. Ils remarquèrent alors qu'il n'était pas vraiment coincé, mais qu'une main s'agrippait désespérément au harnais. C'était la main de D2172. L'équipe tira, tandis que le bras de D2172 s'étirait hors de la fosse sur plus de 3 mètres. Mais finalement, la résistance devint trop forte, D272 perdit sa prise, et on le vit sombrer à nouveau dans la masse de cadavres à l'intérieur de la fosse. Après cette expédition, il a été décidé que seules des équipes spéciales et forces mobiles interviendraient pour explorer ce lieu dangereux à l'avenir. Au moins 3 expéditions similaires ont eu lieu, les détails restant classifiés, ce qui semble préférable. La fondation SCP continuera de surveiller la ville de Tembi dans le but d'en apprendre davantage sur SCP-783 et, espérons-le, de découvrir un moyen de le contenir ainsi que les phénomènes qui y sont liés. En raison de la difficulté à contenir l'anomalie, elle a été classée Keter et un bâtiment près de l'hôpital de Tembi a été réquisitionné comme site provisoire 5 pour accueillir la fondation. La fondation SCP poursuit ses recherches sur cette dangereuse anomalie, tandis que les victimes de SCP-783 doivent être récupérées, leurs blessures répertoriées, puis leur corps incinérés. 19-8. Une voix mystérieuse et joyeuse compte à rebours tandis qu'un jeune homme court sur une poutre tournante. Il est couvert de coupures et d'échymoses, laissant une traînée de sang derrière lui alors qu'il lutte pour atteindre la ligne d'arrivée. 7, 6, 5. Il bondit sur la dernière plateforme, une lame surgit du mur, il se jette au sol juste avant qu'elle ne le touche. 4, 3, 2. Il se relève et sprint vers la fin de cette compétition cauchemardesque. L'homme saute, bras tendus vers le buzzer. 1-0, le temps est écoulé. Le présentateur s'exclame juste avant que l'homme appuie sur le buzzer final. Les lumières s'éteignent, la voix du présentateur change soudainement. Elle perd son côté clownesque et prend un ton beaucoup plus sinistre. Il semble qu'il n'y ait aucun gagnant cette fois. Il est maintenant temps pour ta punition. Bonjour, je suis le Dr Bob et voici SCP-024, aussi connu sous le nom de jeu télévisé de la mort. SCP-024 est un plateau de tournage abandonné, semblable à un hangar, autrefois utilisé pour des films et séries télévisées.
Ce plateau de tournage a été abandonné depuis des années, mais on ignore si ses propriétés anormales sont apparues avant ou après son abandon. Un groupe d'adolescents, entrés illégalement dans l'enceinte du plateau de tournage, a découvert pour la première fois le lieu anormal. Une seule des adolescentes qui est entrée sur le plateau de tournage est revenue et le rapport qu'elle a fait à la police locale détaillant son expérience a largement suffi à alerter la fondation SCP qu'il se passait quelque chose d'anormal. La fondation a rapidement mobilisé des agents et, le site sécurisé, plusieurs équipes de tests ont été envoyées dans SCP-024 pour en savoir plus sur la situation intérieure. Grâce à ces groupes, nous savons maintenant qu'en entrant dans SCP-024, les visiteurs sont accueillis par un présentateur qui, jusqu'à présent, n'a jamais été vu ni identifié autrement. Le présentateur échange avec les visiteurs grâce à un interphone, les écoute et leur répond. Le présentateur appelle les personnes entrant dans SCP-024 des candidats et leur annonce qu'ils participent à un jeu télévisé où ils peuvent gagner des prix fabuleux. Les candidats sont toutefois clairement avertis que le jeu sera extrêmement dangereux et que seuls les gagnants seront autorisés à partir. À ce moment-là, les candidats ont le choix de participer ou non. Ceux qui refusent les conditions proposées sont immédiatement expulsés de SCP-024 et leur retour est bloqué par une barrière invisible. Ceux qui choisissent de rester sont conduits plus loin dans le studio pour participer au vrai jeu. L'esthétique et la composition spécifique du jeu changent à chaque nouveau groupe de participants, mais l'essence reste toujours la même. Un parcours d'obstacles complexes à franchir. Les règles précises varient également. Certains jeux n'autorisent qu'un seul gagnant, tandis que d'autres encouragent les joueurs à travailler ensemble et à former des équipes. Les obstacles peuvent aller de défis relativement faciles et sans danger à des épreuves mettant la vie en danger. Pendant que les candidats avancent sur ce parcours d'obstacles atypiques, le commentateur leur parle en continu. Il donne des nouvelles des autres, des conseils, ajuste les règles ou discute directement avec eux. Au fil du jeu, les obstacles deviennent plus mortels et difficiles à surmonter. Cela a conduit à la situation pas si rare où il n'y a aucun gagnant, l'ensemble des candidats ayant été tués ou autrement mis hors d'état de nuire par les différents défis. Dans ces cas-là, l'annonceur exprimera sa déception qu'il n'y ait pas de gagnant et SCP-024 semble s'éteindre, devenant inactif jusqu'à ce qu'un autre groupe de candidats entre. Avant le jeu, les candidats sont informés de règles telles que l'interdiction d'agresser les autres ou de contourner les obstacles. Dans le cas où une règle est enfreinte, l'annonceur désignera le candidat fautif et celui-ci sera expulsé de force du jeu par les gardiens du studio qui agissent comme les exécutants physiques des règles de SCP-024. Les gardiens du studio peuvent surgir ou disparaître soudainement partout dans SCP-024. Leur apparence change selon le thème du parcours d'obstacles, mais ils gardent toujours une allure humanoïde, une force surhumaine et un masque ou casque masquant tout leur visage. Étrangement, les gagnants du jeu ont rapporté plus tard que, lorsqu'ils étaient dans le jeu, les gardiens du studio apparaissaient uniquement comme d'immenses silhouettes ombragées qui engloutissaient les candidats fautifs avant de disparaître. Si une ou plusieurs personnes terminent le parcours d'obstacles et respectent les règles énoncées par le présentateur, elles sont déclarées gagnantes et reçoivent un grand prix. Les prix comprenaient de l'argent, des appareils électroniques, des voitures, des objets de collection et des vacances offertes dans plusieurs villes et pays. Le type de prix attribué semble être complètement aléatoire et l'examen des prix remportés a montré qu'ils étaient tous authentiques, sans caractéristiques inhabituelles ni propriétés anormales. Les participants n'ayant pas fini le parcours sont déclarés perdants et les lumières de SCP-024 s'éteignent. Les gagnants quittent le plateau avec leur prix, tandis que les perdants disparaissent sans jamais être revus ni entendus. Toutes les tentatives pour suivre où vont les perdants ou ce qui leur arrive ont échoué. Les balises système de positionnement global sur les groupes tests ont perdu leur signal dès la fin du jeu, sans qu'on sache si cela vient de leur destruction ou de leur déplacement dans une zone bloquant les signaux. Peut-être que l'aspect le plus étrange du SCP-024 est ce qui se passe après la fin du jeu télévisé. À l'extérieur du plateau, une boîte aux lettres contient, après chaque partie, une cassette vidéo home system ou un digital versatile disc avec l'enregistrement complet du jeu, qu'il y ait un gagnant ou non. Pourtant, les gagnants disent n'avoir vu aucune caméra à l'intérieur.
Encore plus étrange, le public du studio visible sur l'enregistrement observe le jeu et encourage les candidats. Tout comme pour les caméras, les gagnants ont rapporté qu'il n'y avait personne d'autre que les autres candidats lorsqu'ils étaient à l'intérieur de SCP-024. L'animateur demeure aussi un mystère. Lors d'un groupe de tests composé uniquement d'un chercheur de la Fondation qui a conversé avec l'animateur, il est devenu évident que celui-ci est à la fois conscient et au courant des événements qui se déroulent dans le monde extérieur. Comme le chercheur était le seul participant présent, l'animateur n'a pas lancé le jeu et a plutôt engagé une conversation avec le chercheur. La plupart des sujets concernaient la culture populaire et on pense que SCP-024 n'apprend sur le monde extérieur que via la télévision. Cependant, les tentatives de vérification de cette théorie en coupant les câbles et en retirant les antennes paraboliques du toit du plateau n'ont pas eu d'impact sur les connaissances de l'animateur. Voyant que le chercheur de la Fondation était le seul candidat, l'animateur lui a demandé poliment de partir et de revenir avec d'autres candidats plus tard. SCP-024 ne pouvant être déplacé, il a été classé Euclide. Il a été déterminé que la meilleure façon de sécuriser SCP-024 est de dissimuler son emplacement. 5 plateaux de tournage identiques ont été construits autour de lui, et un périmètre de sécurité autour du complexe est maintenu en permanence. Aucun membre de la sécurité ne connaît l'emplacement du SCP-24, et pour éviter toute entrée accidentelle, l'accès a été scellé par des portes blindées renforcées. Désormais, seuls les membres du personnel de classe D peuvent entrer dans SCP-024 pour les tests, les chercheurs de la Fondation devant se limiter à l'observation à distance. Toute tentative du personnel de la Fondation d'entrer dans SCP-024 sans l'approbation préalable d'un chercheur de niveau supérieur entraînera l'arrestation immédiate et l'élimination de l'offenseur, mesure qui a été autorisée. Si le confinement échoue ou si la vraie nature de SCP-024 est révélée, le complexe doit être détruit immédiatement avec les charges de démolition placées dans la zone de confinement. 2 explorateurs urbains font face à une école à l'apparence inquiétante. L'un dit à l'autre que l'école est abandonnée depuis des années sans que personne en ville ne sache vraiment pourquoi. Les deux enlèvent une planche d'une des fenêtres et entrent à l'intérieur. L'intérieur est conforme à leurs attentes. Leur lampe torche montre que des années de squatteurs, fêtes et animaux ont laissé de nombreux déchets partout. 2 ailes partent de la partie centrale du bâtiment. Ils choisissent une voie et descendent le couloir. En passant devant les murs couverts de graffitis, ils s'arrêtent pour inspecter une salle de classe. Elle est aussi délabrée que le reste, mais étonnamment, des écritures subsistent sur le tableau noir, comme si l'enseignant était parti en pleine leçon. Il y a même une vieille pomme ratatinée encore posée sur le bureau. En quittant la classe pour le couloir, l'un d'eux s'arrête. Le graffiti sur le mur était-il différent avant ? Impossible, ils doivent se tromper. Ils avancent jusqu'à une cage d'escalier. Il est temps d'explorer les étages supérieurs. Ils montent les escaliers jusqu'au 2e étage et passent la tête dehors. Tout paraît similaire au 1er étage. Ils reprennent l'escalier et montent encore. Ils ont l'impression de monter les escaliers depuis longtemps et pensent qu'ils devraient déjà être sur le toit. Ils arrivent à une porte menant à un étage supérieur du bâtiment, invisible de l'extérieur. Ils ouvrent la porte et retrouvent encore le 2e étage. Comment est-ce possible ? Ils se regardent. Ils ont exploré de nombreux lieux abandonnés, mais jamais rien ne les a autant mis mal à l'aise. Ils descendent les escaliers et arrivent rapidement au rez-de-chaussée. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas avec cet endroit, peut-être qu'il vaut mieux qu'ils partent. Ils commencent à retourner vers l'entrée, mais l'un attrape l'autre et lui montre une salle de classe. N'est-ce pas la salle dans laquelle ils sont allés tout à l'heure ? Ça doit être ça, la même pomme est sur le bureau, mais la leçon compliquée de physique a été effacée. Maintenant, seule une phrase simple est écrite au tableau, celle que les enfants chantaient autrefois. Les deux crient et fuient de la classe, mais où est l'entrée ? Le couloir semble s'étendre dans les 2 directions avant de tourner à angle droit. Ce n'est pas normal, l'entrée était auparavant visible depuis l'extérieur de la salle de classe. Ils choisissent une direction et commencent à courir. Les couloirs semblent s'étendre sans fin, tournant de façon à revenir sur eux-mêmes, mais ils n'arrivent toujours pas à trouver l'entrée. Ils tentent de monter par une cage d'escalier, mais comme avant, il y a trop ou pas assez de marches entre les étages. Les explorateurs cherchent une sortie en courant et vérifiant les pièces.
Ils reviennent toujours dans la même pièce avec la pomme pourrie sur le bureau. Ils paniquent. Les graffitis changent quand ils détournent les yeux ou une nouvelle porte apparaît dans le couloir. Mais ils continuent de courir, tournant coin après coin jusqu'à ce que, voilà l'entrée. Mais c'est à ce moment-là que l'un des explorateurs se rend compte qu'il est tout seul. Il a dû distancer son ami, il regarde l'entrée, elle est si proche. Il commence à s'en approcher, mais non, il ne peut pas abandonner son ami, il va le retrouver. Il se retourne et juste devant lui se trouve à nouveau la même salle de classe, celle avec la pomme. Cette fois, son ami est là, assis à un bureau au milieu de la pièce, endormi. Rassemblant le peu de courage qui lui reste, il court dans la pièce et essaie de réveiller son ami, mais celui-ci ne sort pas de son profond sommeil. Il le tire hors du bureau. S'il ne veut pas sortir en marchant, il le traînera dehors. Il le tire hors de la salle de classe et le traîne dans le couloir vers l'entrée. Ils sont presque tirés d'affaire. Il n'est plus qu'à quelques pas de la porte. Il tend la main libre et attrape la poignée. Fermé à clé, il frappe, terrifié à l'idée de rester enfermé ici pour toujours. Soudain, les portes s'ouvrent. 2 hommes sévères en costume se tiennent devant lui. « Vous n'êtes pas censé être ici », dit l'un des hommes, tandis que l'autre porte son ami sur l'épaule et les conduit hors de l'école. Ce que ces explorateurs urbains ne savaient pas, c'est qu'ils venaient tout juste d'entrer involontairement dans une anomalie mystérieuse que la Fondation SCP a désignée sous le nom de SCP-26, un lieu étrange surnommé « rétention après l'école ». SCP-026 est un bâtiment de 3 étages, anciennement une école publique, fermé après que personnel et élèves ont signalé diverses propriétés anormales. Ils ont parlé de couloirs changeant de longueur, de salles de classe disparaissant puis réapparaissant et d'escaliers au nombre de marches variables. Les différences entre les plans du bâtiment et l'intérieur étaient déjà étranges, mais l'ancienne école a surtout attiré l'attention de la Fondation après que plusieurs disparitions dans la région y ont été liées. On a d'abord cru, après avoir envoyé des robots équipés de caméras pour explorer l'école, que les anomalies spatiales étaient en réalité causées par un effet mental anormal que l'endroit avait sur la perception des gens, et que la configuration physique de l'école ne changeait pas réellement. Cependant, des explorations supplémentaires ont prouvé que ce n'était pas le cas. L'espace physique de l'école semble effectivement changer, et même les robots d'exploration sont affectés par cette géométrie changeante. L'intérieur de l'école est couvert de nombreux graffitis, similaires à ceux que l'on trouve dans tout lieu abandonné. Des signes de gangs, non, street art par exemple. Ils semblent apparaître, disparaître et changer d'endroit. Les inscriptions sur les tableaux noirs dans la salle de classe semblent faire la même chose, et tout comme les graffitis, une grande partie de ce qui est écrit sur les tableaux noirs est ce que l'on s'attendrait à trouver dans une école. La majorité des inscriptions portent sur les mathématiques, la littérature et la biologie. Certaines matières apparues sont très avancées et inadaptées hors du cadre universitaire, comme les notes sur l'intrication quantique trouvées sur un tableau noir. Étrangement, la phrase « Les enfants chantaient autrefois » a été retrouvée à plusieurs reprises à divers endroits dans le bâtiment, bien que les chercheurs n'aient toujours pas de réponse quant à sa signification ou à son importance. Mais la nature anormale des écrits à l'intérieur de SCP-26 ne s'arrête pas là. Le contenu écrit des livres, des blocs-notes et d'autres feuilles de papier apportées dans l'école a été observé en train de disparaître, ne laissant que des pages blanches derrière pour que l'écriture réapparaisse ensuite sous forme de graffiti ou sur les tableaux noirs. On ne sait pas pourquoi cela arrive, mais il est conseillé aux employés de SCP-026 de surveiller les documents qu'ils apportent. Plusieurs personnes inconscientes ont également été retrouvées dans le bâtiment. Plusieurs des personnes retrouvées dans l'école ont été identifiées comme d'anciens élèves ou membres du personnel de l'établissement, y compris des enseignants et des concierges, tous ayant été signalés disparus dans les années suivant la fermeture de l'école. Bien que certains d'entre eux aient disparu jusqu'à 10 ans après la fermeture de l'école, lorsqu'ils sont retrouvés à l'intérieur de SCP-26, ils paraissent beaucoup plus jeunes qu'ils ne devraient l'être, la plupart ayant l'âge du lycée et étant habillés selon le code vestimentaire de l'école tel qu'il était avant sa fermeture. On ne sait actuellement pas comment ils se sont retrouvés à l'intérieur de SCP-026, ni pourquoi ils apparaissent comme une version plus jeune d'eux-mêmes. Toutes les tentatives pour réveiller les personnes inconscientes, alors qu'elles se trouvent encore à l'intérieur de l'école, échouent toujours. Cependant, une fois qu'elles sont transportées à l'extérieur de SCP-26, elles se réveillent immédiatement.
Tous ont montré de la confusion lors de brefs instants de conscience avant de mourir rapidement d'une déshydratation sévère. Leurs corps subissent alors une décomposition avancée et rapide. Aucune information utile sur la nature de SCP-26 n'a pu être obtenue auprès de ces sujets durant la brève période où ils étaient conscients et vivants après avoir été retirés de l'école. Plusieurs membres du personnel de classe D ayant travaillé sur SCP-026 ont disparu du contrôle de la Fondation, puis ont été retrouvés plus tard dans l'école. Tous sont retrouvés endormis et subissent le même sort que les autres qui apparaissent mystérieusement à l'intérieur de l'école. La même incapacité à se réveiller à l'intérieur de l'école semble également s'appliquer à ceux qui entrent dans SCP-026 et s'endorment, bien qu'ils ne subissent pas le même sort macabre lorsqu'ils sont retirés du site et se réveillent. Ce fut le cas pour un agent de la Fondation qui, lors d'une vérification de sécurité de routine du site, a été retrouvé endormi dans l'entrée de l'école par son partenaire. Impossible de réveiller l'agent, il a été déplacé dehors. Dès qu'il a été sorti de SCP-026, l'agent a repris connaissance et semblait être dans un état d'agitation extrême. Lors des entretiens suivants, il a dit avoir rêvé d'une salle de classe étrange, rêve aussi rapporté par tous les sujets endormis à l'école et par le personnel de classe D retrouvé à l'intérieur. Ils décrivent tout ce que, dans le rêve, ils sont assis dans une salle de classe qui ressemble fortement à celle que l'on trouve dans SCP-26, bien que dans le rêve, elle soit dans un état correspondant à ce à quoi elle devait ressembler lorsqu'il s'agissait encore d'une école en activité. La cloche sonne, mais personne ne réagit et lever la main ne capte pas l'attention de l'enseignant. Tout le monde reste simplement assis en silence. S'ils essaient de quitter la salle de classe, ils découvrent que la porte est verrouillée. Ils voient alors ce qui ne va pas dans le rêve. Tout est en noir et blanc, sauf le rêveur qui baisse les yeux vers ses propres mains et se rend compte qu'elles sont en couleur. Au moment où il commence à réaliser qu'ils sont en train de rêver et qu'ils sont celui qui n'a pas sa place, il se réveille. Ce rêve reviendra sans cesse et il faudra chaque fois plus de temps au rêveur pour comprendre qu'il rêve. Ils remarquent aussi à chaque fois que leurs mains sont un peu plus grises. Les recherches sur SCP-26 sont en cours et toutes les entrées potentielles, y compris les portes et les fenêtres, doivent rester verrouillées et barricadées entre les missions d'investigation. Des alarmes ont été installées autour du site pour alerter le personnel de la Fondation en cas d'intrusion de civils ou de personnes non autorisées. Malgré ces précautions, des personnes se sont toujours retrouvées dans SCP-26 et aucun moyen fiable pour l'empêcher n'a été trouvé. Cette anomalie est donc classée Euclide. Bien que vous ne sembliez pas courir de danger sérieux si vous ne vous êtes pas déjà endormi dans SCP-26, faites attention à vos rêves et si jamais vous vous retrouvez dans une salle de classe où les choses semblent, disons, étrange, contactez le personnel de la Fondation SCP le plus proche afin de recevoir des amnésiques de classe A pour minimiser tout risque de subir une rétention après les cours. Deux hommes avancent dans un tunnel chaud et poussiéreux creusé dans la roche. Leurs torches projettent juste assez de lumière pour voir que les murs sont couverts d'étranges hiéroglyphes. Ils sont déjà allés dans de nombreux tombeaux, mais ils n'ont jamais vu de marque comme celle-ci auparavant. Ils aperçoivent quelque chose devant eux, une personne affalée contre le mur. L'un des hommes se précipite et voit que, qui que ce soit, cette personne est là depuis très longtemps. Il ne reste plus que des os et quelques lambeaux de tissu. Alors que l'homme examine le squelette, son partenaire l'appelle. Il y a quelque chose qu'il doit voir. Il observe par un trou dans le mur du tunnel et voit une immense caverne de l'autre côté. Au milieu de cette pièce gigantesque se trouve la chose la plus étrange que l'un ou l'autre ait jamais vue. Une énorme pyramide inversée qui descend du plafond de la caverne. Ils se regardent, stupéfaits, avant de s'élancer plus profondément dans le tunnel, convaincus qu'il les mènera à la pyramide et aux incroyables trésors qu'elle doit contenir. À travers d'autres trous dans la paroi du tunnel, ils voient qu'ils se rapprochent de la pyramide. Enfin, ils atteignent l'entrée de la partie la plus haute et large de la structure. En entrant dans la pyramide inversée, ils constatent que les passages sont 2 fois plus hauts que tout ce qu'ils ont vu, recouverts de davantage de ces étranges marques. Ils commencent à marcher dans le passage et se rendent vite compte qu'il y a de nombreux virages, détours, embranchements et impasses. C'est un labyrinthe. L'homme se tourne pour proposer à son ami de partir et de revenir accompagner, mais réalise qu'il est seul. Ils ont été séparés un moment. Il revient dans les couloirs, tournant pour retrouver son chemin.
Il s'arrête soudain en entendant un bruit étrange. Un grincement métallique emplit l'air. L'homme regarde alors que les murs eux-mêmes commencent à bouger, à se déplacer et à se réorganiser. Soudain, le passage devant lui se referme, bloquant son retour. L'homme commence à crier, personne ne répond à ses appels. Paniqué, il s'enfonce dans le labyrinthe sans réussir à retrouver son ami. Ni la sortie. Depuis combien de temps marche-t-il? Des heures? Des jours? Il se souvient avoir entendu les murs bouger au moins une autre fois. Épuisé, il s'assoit contre le mur. Il va juste se reposer un peu. Ensuite, il retournera au travail. Il doit pouvoir trouver la sortie. Il doit s'échapper. Bonjour, je suis le Dr Bob et voici SCP-875. Également connu sous le nom de criminel de guerre SCP-87. 5 désigne une immense pyramide souterraine dont l'emplacement précis reste un secret bien gardé. À ce jour, aucun document historique ne mentionne la construction de la pyramide, bien que des preuves indiquent que SCP-875 est artificiel. Alors que l'extérieur de SCP-875 est fait de grès ordinaires comme les pyramides d'Égypte, il existe une couche interne composée d'un alliage métallique qui n'a pas encore été identifié. Le premier étage de SCP-875, accessible par un tunnel, comprend des couloirs apparemment conçus pour des entités bien plus grandes que les humains. Ces couloirs sont disposés dans une configuration semblable à un labyrinthe, avec des demi-tours et des impasses. Pour ajouter à la confusion, la géographie du labyrinthe change périodiquement. Des mécanismes situés dans les murs et le sol s'activent automatiquement toutes les 48 heures, modifiant complètement la configuration. Alors que toute personne assez malchanceuse pour être piégée à l'intérieur des murs mouvants de SCP-875 pourrait se retrouver incapable de sortir par le chemin par lequel elle est entrée, il existe un certain nombre de plaques de pression et de leviers cachés que l'on peut trouver dans tout le labyrinthe, qui ouvrent des sections du mur créant de nouveaux passages et raccourcis. Mais ces interrupteurs déclenchent aussi la libération de ce que la Fondation appelle SCP-875-1. Les SCP-875-1 sont de petites créatures volantes ressemblant à des insectes, mesurant environ 6 cm de long, avec une masse d'environ 3 grammes. Elles ne ressemblent à aucune espèce d'insecte connue sur Terre, ce qui suggère que leur origine pourrait être extraterrestre. Libérés, les SCP-875-1 attaquent en groupe la personne la plus proche et la piquent donc sans cesse. Leurs piqûres, très acides, causent de graves lésions aux nerfs et tendons. Et cet acide puissant, combiné à leur tendance à attaquer en essaim, a eu pour conséquence que les membres des victimes deviennent ce qu'on ne peut décrire que comme liquéfiés. Les utilisations précédentes d'explosifs à l'intérieur de la pyramide ont laissé des ouvertures vers un deuxième étage inférieur qui sont relativement faciles d'accès, à condition que la configuration actuelle du labyrinthe permette d'atteindre ces brèches. La principale caractéristique du deuxième étage est la présence de 4 grandes cuves, chacune contenant un liquide clair semblable à de l'eau normale qui a été désigné SCP-8752. Exposés au SCP-8752, les humains ressentent des effets proches de l'amnésie, accompagnés d'une sensation de bonheur et de satisfaction. En empruntant des tunnels de maintenance au deuxième étage, on descend au troisième étage de la pyramide où se trouve un grand réacteur nucléaire. Le réacteur occupe la majeure partie de la pyramide et paraît auto-refroidissant, sans preuve de fusion du cœur ni de catastrophe nucléaire. Ce réacteur alimente la pyramide, les mécanismes du labyrinthe au premier étage et ce qui est caché au niveau le plus mystérieux et bas du SCP-875. Bien qu'il n'y ait pas d'accès direct au 4e étage de la pyramide, creuser depuis le 3e niveau a révélé quelque chose d'incroyable. À l'intérieur d'une petite pièce, on trouve ce qui semble être 10 chambres de stase cryogénique distinctes. Les chambres sont disposées en formation circulaire, et le plus étrange, c'est qu'elles sont toutes occupées. À l'intérieur de chaque capsule se trouve une grande créature insectoïde d'environ 3 mètres de haut et pesant 240 kg qui a été désignée SCP-8-175-3. 3 de ces créatures sont mortes suite à une défaillance de leur chambre de stase, provoquant une forte décomposition. D'autres créatures insectoïdes sont gravement endommagées, mais on ignore si cela vient des capsules ou de blessures subies avant la stase. Bien qu'on ne sache pas exactement ce que sont ces créatures, d'où elles viennent,
ni même si leur origine est terrestre, l'examen et l'analyse de certaines des images gravées sur les murs du premier étage de SCP-8-175 ont fourni des informations intéressantes. Sur l'une d'elles, deux figures ressemblant à SCP-8-1753 sont représentées face à face. L'une semblant poignarder l'autre avec une lance, ce qui implique une sorte de conflit violent dans le passé. Sur la suivante, une figure semblable à SCP-8753 présente une dalle de pierre à un humain vêtu à l'égyptienne. L'Égyptien tourne le dos à l'insectoïde, suggérant une rupture de communication ou une réticence à l'écouter. La troisième image montre deux humanoïdes s'inclinant devant la figure insectoïde près d'un calice recevant une goutte de liquide. Cela pourrait représenter SCP-8752, le liquide amnésique, et comment ces effets ont servi à soumettre ce groupe. Une quatrième image, montrant une figure insectoïde observant deux humanoïdes tirant un gros bloc de pierre avec des cordes, renforce cette hypothèse. Une cinquième image montre la figure insectoïde debout près d'un humanoïde mort dont elle consomme une partie. Enfin, une sixième image montre la figure insectoïde dans un petit rectangle évoquant les chambres de stase du niveau le plus bas de la pyramide. Ces entités dans les chambres de stase sont-elles celles figurant sur les murs de la pyramide ? Ont-ils débarqué sur Terre, réduit des humains en esclavage pour bâtir un monument abritant leurs chambres de stase et assurant leur mort vivante éternelle ? Peut-être que la Fondation a répondu à cette question grâce à une mystérieuse transmission. Provenant d'une source inconnue, la transmission était en anglais, mais la grammaire et le choix des mots donnaient l'impression qu'elle venait de quelqu'un qui n'avait qu'une compréhension très basique de la langue. La transmission, sans aucune ambiguïté, exigeait le retour des criminels de guerre et précisait que, s'ils n'étaient pas rendus, 95% de l'espèce serait exterminée. Elle poursuivit en décrivant un certain nombre de crimes commis par ces criminels de guerre, y compris des accusations de massacre et de cannibalisme. Les créatures, au fond de la SCP-875, étaient-elles des condamnés en fuite ? Des criminels de guerre venus d'une autre planète ou réalité réfugiés sur Terre pour fuir la justice ? On ne le saura peut-être jamais, car le message est devenu inintelligible avant la fin. Grâce à son emplacement stable et à la facilité d'isoler le public, SCP-875 a été classé comme sûr. Le lieu apparaît comme base militaire sur les cartes et les images satellites sont modifiées selon la procédure Watson 24. Les civils proches de la zone doivent être détenus par la Fondation et recevoir des amnésiques de classe A. Le personnel de recherche ne peut entrer dans SCP-875 qu'avec 2 agents de sécurité et 6 membres de maintenance doivent surveiller le réacteur en continu. En cas de piqûre par une instance de SCP-875-1, le personnel médical doit traiter sur place avec un alcalin pour neutraliser l'acide. En cas extrême, l'amputation des membres touchés est permise. Si un SCP-875-3 s'active, le personnel doit le maîtriser sans le tuer si possible, puis l'amener sur un site sécurisé pour recherche. Regardez une autre entrée des dossiers du Dr Bob et abonnez-vous pour ne rien manquer lors de notre exploration des archives classifiées de la Fondation SCP.